Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour tout le monde, je suis Julien Tardif et je vous souhaite la bienvenue au 6e épisode du podcast Le Match en main. J'ai un bon petit menu pour vous aujourd'hui. On va parler de la grosse nouvelle Balou qui s'aligne avec Team Canada, du renvoi de Robinson avec les Whitecaps de Vancouver. On va parler de la USL qui a une nouvelle structure. On va parler évidemment de l'Impact qui se prépare à probablement son plus gros match de l'année samedi prochain à Washington. Et finalement quelques petites nouvelles de ce qui se passe un peu partout en MLS. Donc voilà, bienvenue à tous. Vous le savez, ça a pris un peu tout le monde par surprise. Balou qui a annoncé via directement l'équipe canadienne qu'il comptait finalement s'aligner avec la sélection de l'Unifolier. C'est une belle nouvelle. On se souviendra là, que Balou est arrivé au Canada tout jeune, environ vers 8 ans, là, si je me souviens bien. Il a fait tout son stage au Québec à Pointe-aux-Trembles avec Panenius. Puis il a été sélectionné là, au fil du temps avec des équipes juniors canadiennes, U17, U15, U19, U21 même. Mais c'est sa décision là, de s'aligner vraiment avec l'équipe senior, donc de faire ce choix-là qui est final et qui se faisait pas mal attendre. Il y a eu surtout une grosse opportunité il y a un peu plus d'un an dans le cadre de la Gold Cup où Alphonso Davies là, avait fait le choix de s'aligner avec l'équipe canadienne, où on sait qu'il y a une offre qui avait été faite à Balou pour jouer avec le Canada durant cette compétition. Il a choisi de ne pas le faire. À ce moment-là, plusieurs ont pris ça comme une décision assez définitive, comme quoi ils préféraient regarder plutôt du côté de la Côte d'Ivoire. Tout ça, bon, est aujourd'hui mis en perspective là, avec la relation qu'on sait privilégiée entre Balou et Didier Drogba, ivoirien. Et également aussi avec bon le transfert de Balou vers FC Barcelone B, où il évolue maintenant là, depuis plusieurs mois. On se disait à ce moment-là que tous ces choix-là semblaient pousser plutôt vers une décision de Balou de chercher à s'aligner avec la Côte d'Ivoire. Ce qui est peut-être vrai aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de contacts, à ce qu'on s'est fait dire, là, entre le camp de Balou et la sélection de la Côte d'Ivoire. Balou a quand même déjà 19 ans. Donc, on peut le comprendre au final là, d'avoir préféré le choix un peu plus safe du Canada, où il sait déjà qu'il va avoir une place là, importante, même je dirais, avec la sélection durant de longues années. On sait aussi que bon, la Côte d'Ivoire est un habitué des grands rendez-vous, mais bon, n'était pas qualifié pour la dernière Coupe du Monde. On sait que le Canada devrait logiquement l'être pour la Coupe du Monde de 2026, comme ils seront pays hôtes. On ne sait pas encore là, comme il y a 3 pays hôtes, mais quand même, ça augmente les chances. Donc voilà, on sait aussi que il était bien apprécié en Côte d'Ivoire, même s'il n'y a pas eu de call-up avec l'équipe ou même de contact vraiment officiel. Là, je lisais les articles provenant de la Côte d'Ivoire qui réagissaient au choix de Balou de s'aligner avec le Canada, qui disaient bon, une autre pépite qui va s'aligner ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu difficile là-bas. Là. Ils vont peut-être regretter, puis c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour la sélection canadienne, qui d'ailleurs, là, pour la première fois, en fait, depuis que moi je suis l'équipe, mais depuis assez longtemps, j'ai l'impression, on peut regarder l'alignement potentiel du Canada et c'est assez alléchant là. Avec Balou qui se rajoute, on a Alphonso Davies qui est un autre allié bon, qu'on sait s'est fait acheter par le Bayern Munich. Il y a l'attaquant aussi, Jonathan David, qui évolue avec Ghent en Belgique, qui a bon, marqué ses 2 premiers buts à la dernière sélection, la fameuse victoire de 8-0, mais qui est assez jeune lui également, à peine 18 ans, qui montre vraiment, vraiment de belles choses. Il y a Liam Miller, un autre allié qui évolue avec Liverpool, avec bon Samuel Piet, Atiba Hutchison qu'on connaît déjà, Jonathan Osorio qui fait bien. On peut dire que actuellement, le Canada, bon, pourrait faire bonne figure. On peut se permettre d'être optimiste, en tout cas. On sait que, bon, le problème est surtout derrière. Là. Il y a Milan Borjan dans les buts qui fait relativement bien. En défense, là, il y a le plus jeune Derek Cornelius qu'on a vu lors de la dernière sélection qui fait bien, mais qui n'est pas nécessairement un joueur spectaculaire, ou en tout cas qu'on imagine devenir très important, comme on peut se l'imaginer avec des Davies, des Balou, des David. Donc, il va vraiment rester à travailler sur une défense solide, mais on peut quand même se permettre d'être optimiste. Puis, bon, plus seulement rêver à 2026, pourquoi pas 2022, on peut se permettre de se poser la question. Ce que j'espère, c'est que le choix de Balou, qui clairement
a un peu été influencé par celui de Davies parce que, bon, veut pas, les meilleurs joueurs vont vouloir jouer avec les meilleurs joueurs. Balou, quand il voit un joueur comme Davies qui aurait assurément pu s'aligner avec le Ghana s'il avait fait ce choix-là, c'est sûr que ça lui donne peut-être l'envie, en tout cas, la plus grande envie de venir s'aligner avec le Canada pour jouer avec d'autres grands talents, plutôt que d'être peut-être le seul joueur sur lequel tous les autres s'appuient. Ce sera vraiment pas ça. Puis, en fouillant un peu, j'ai réalisé qu'il y a d'autres joueurs qui sont actuellement dans la position de Balou, donc qui ont un peu un choix à faire. Il y a notamment le défenseur central Fikayo Tomori, qui appartient à Chelsea quand même. Il y a 20 ans, il est né à Calgary. Ces dernières années, il a été prêté pas mal à Hull City, à Brighton, donc Premier League ou en Championship, où il a joué plus ou moins 1000 minutes de jeu à travers les compétitions. Le problème avec Tomori, c'est que ça fait longtemps qu'il est en Angleterre. Il a joué avec plusieurs sélections, notamment avec les U23 de l'équipe des jeunes de l'Angleterre. Donc, est-ce qu'il va être sélectionné au final par l'équipe anglaise? Si c'est une possibilité, on pourrait le comprendre de préférer choisir. Mais bon, si jamais l'appel ne vient pas, on voit là des joueurs comme Davies et Balou donc qui choisissent le Canada. Est-ce qu'un gars comme Tomori pourrait être tenté de venir renforcer la défense canadienne? Pourquoi pas, on peut se permettre d'y penser maintenant. Il y en a d'autres aussi. Il y a Stephen Eustachio, 21 ans, qui est né en Ontario, qui habite au Portugal, donc c'est un milieu défensif qui joue également au Portugal depuis longtemps. Il a joué 5 matchs plus ou moins avec les U21 au Portugal, n'a toujours pas reçu d'appel pour l'équipe senior, donc pourrait toujours choisir de s'aligner avec le Canada. Il a été acheté récemment là, 500 000 € par Chaves, un club de première division portugaise. Peut-être que le bon Nilton pourrait nous en parler plus en détail, mais bon, la première division portugaise, c'est pas non plus Chelsea comme Tomori, donc peut-être que pour Eustachio, le choix pourrait venir éventuellement de s'aligner avec le Canada, pourquoi pas, même si c'est le poste actuellement occupé par Samuel Piette, là, puis qu'on a entendu récemment John Herman affirmer qu'il avait beaucoup de confiance en Samuel Piette et qu'il le voyait comme un leader de cette sélection-là. Plus de joueurs, là, on n'en a jamais trop. Il y a finalement aussi Ricardo Ferreira, un peu plus vieux à 25 ans, mais un défenseur central qui est lui aussi né en Ontario, mais qui est de nationalité canadienne et portugaise. Assez intéressant comme profil. Il a été formé entre Porto et Milan. Il joue actuellement à Braga et aussi en première division portugaise. Il a joué, lui, plusieurs matchs aussi avec la sélection des jeunes du Portugal, mais il a joué un match avec la sélection senior. Par contre, ce match-là, bon, je suis pas au courant de tous les détails, là, mais ça ne le lie pas à jamais avec la sélection. Il faudrait qu'il y ait d'autres sélections. Je crois que c'est 2 ou 3. Puis bon, en lisant un peu, j'ai vu que sa performance avait été très moyenne quand il s'est fait appeler. Je crois l'an dernier avec le Portugal. Puis il se serait même blessé. Donc, à ce que je lisais, là, ce serait surprenant qu'il reçoive un autre appel de la sélection portugaise. Est-ce qu'à ce moment-là, à 25 ans, là, lui va vouloir peut-être... en tout cas, avoir un impact plus grand, plus rapide, la sélection canadienne pourrait être une très belle opportunité pour lui en ce sens-là. Comme je disais, un défenseur central. Donc, ça ne règle pas là, le problème des latéraux canadiens qui est probablement le plus criant. Mais quand même, on voit qu'il y a certaines options un peu partout auxquelles on ne pense pas parce qu'on ne les voit pas ici émerger en MLS ou ailleurs. Mais je pense que le choix de joueurs comme Davies, comme Balou, peut seulement influencer positivement des joueurs comme ça qui évoluent en Europe, surtout quand Davies sera avec le Bayern et bon que Balou continue à jouer avec le Barça en troisième division, le Barça B en troisième division espagnole. Je pense que ça peut juste être une bonne influence. Et bon, c'est peut-être le début de quelque chose. Là. On a longtemps été condamnés à voir les meilleurs joueurs canadiens avec une double nationalité choisir leur autre pays pour avoir des meilleures opportunités. Est-ce que c'est en train de changer? Peut-être. Espérons-le. Comme je disais, là, les meilleurs veulent jouer avec les meilleurs, il faut en profiter. Puis actuellement, là, bien faire en Nations League, qui est quand même mieux que des matchs amicaux, là, même si pour la première ronde de qualification, on affronte plusieurs adversaires qui sont bons, un peu moins de calibre. Mais bref, c'est quand même des matchs plus importants que simplement des matchs amicaux et plus le fun à regarder. Justement, là, Balou a donné rendez-vous à tous les partisans canadiens le 16 octobre au BMO Field contre la Dominique. Un match qui va être diffusé à RDS et à TSN, si je ne me trompe pas. Donc, une belle nouvelle, je pense, la sélection canadienne qui prend de plus en plus de place, qui donne de l'espoir, qui donne envie aux gens de s'y intéresser, de la regarder, même si on est encore à 4 ans de la prochaine Coupe du Monde. On peut se dire quand même qu'avec un alignement comme ça, là, le Canada, dans 2 ans ou 1 an, à la prochaine Gold Cup,
va avoir toutes les chances de faire partie à tout le moins du Corridors. Donc, de belles nouvelles. Sinon, une autre grosse nouvelle un peu en MLS cette semaine, c'est le renvoi de l'entraîneur-chef et manager des Whitecaps de Vancouver, Cal Robinson. Robinson, on l'oublie, là, mais c'était un joueur qui a joué beaucoup en Premier League, un international avec le Pays de Galles, qui a joué donc beaucoup avec Wolverhampton en Premier League et en Championship, mais qui a fini sa carrière en MLS avec quelques années avec le Toronto FC et avec les Red Bulls. Et il a pris sa retraite assez récemment, là, en 2012. Il est devenu pratiquement directement assistant à Vancouver. Puis dès 2013, il est devenu manager là, jusqu'à cette semaine. On le sentait venir, ce renvoi-là, on se le cachera pas. Plusieurs l'avaient mentionné, mais quand même, là, Robinson, même si ça a été plus difficile, surtout cette saison, c'est 200 matchs toute compétition avec les Whitecaps, une fiche de 75 victoires, 50 nuls et 75 défaites. Il fait les playoffs là-dessus 3 ans. C'est pas horrible, c'est pas incroyable, mais c'est drôle, c'est des chiffres qui sont semblables à des coachs comme Craig Berhalter avec le Columbus ou Peter Vermees avec Sporting Kansas City, qui sont considérés comme deux des meilleurs entraîneurs en MLS. Donc, Robinson, là, une fois qu'on s'éloigne un peu là, de la situation actuelle, a quand même eu une belle carrière avec les Whitecaps, puis c'est pas un entraîneur sur lequel il faut lever le nez. Je serais pas surpris de le revoir, bon, soit en MLS, peut-être en Canadian Premier League, peut-être en USL, ce sera à voir. La décision de s'en départir, là, ça aurait été pris dès la fin juillet. Les résultats de l'équipe allaient assez mal, puis on dit que les dirigeants de l'équipe auraient refusé de confirmer des extensions de contrat pour les adjoints de Robinson. Robinson l'aurait très mal pris. Il aurait menacé la direction de partir si ses adjoints n'étaient pas confirmés pour l'an prochain. Puis tout ça aurait explosé dans une confrontation assez publique là, devant les joueurs même en finale du championnat canadien qui ont perdu 5-2 contre le Toronto FC. Donc la situation s'est un peu détériorée. Les deux défaites récentes de Vancouver ont fait un peu trop mal. On a décidé de se séparer de Robinson tout de suite. Surtout que je pense que les Whitecaps sont 8e actuellement dans l'Ouest, mais toujours mathématiquement et même assez logiquement là, à une possibilité de se qualifier en série. Donc je pense qu'on a voulu, oui, préparer les prochaines années sans Robinson, mais aussi essayer de donner un petit push à l'équipe. Là, on sait que ça arrive. Un peu comme Rémi Garde, là, c'est ce qui est intéressant, le remplaçant de Robinson va avoir un rôle plus que simplement entraîneur-chef. Donc autant sélectionneur de l'équipe que aussi un collaborateur important à la cellule de recrutement. Parce que, bon, comme l'Impact et comme plusieurs équipes en MLS, là, on le décrit souvent, Vancouver n'a pas vraiment une grosse structure de recrutement. C'est d'ailleurs ça que je trouve intéressant, là, c'est beaucoup ce qu'on a reproché à Robinson. On dit qu'il était très proche amicalement avec l'agent David Baldwin, qui est, responsable de l'arrivée de beaucoup de joueurs à Vancouver, pour qui certains ça a fonctionné, mais pour qui d'autres ça peut fonctionner. L'affaire, c'est qu'en MLS, justement, à cause du peu d'équipes qui dépensent beaucoup en recrutement, inévitablement, les agents vont avoir des très gros rôles. Ils sont importants, probablement un peu trop importants. On le sait que Nick DeSantis aussi a des relations privilégiées avec certains agents. Bon, on ne connaît pas les noms des individus en question, mais c'est souvent les agents qui vont contacter la MLS pour proposer des joueurs. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont proposer, oui, un nom qui on sait va avoir un impact, mais associé à un autre joueur qui peut-être n'est pas de calibre ou les moins de calibre, mais que l'agent veut placer ou veut trouver un contrat. Donc, c'est sûr que l'agent travaille pour ses intérêts à lui, les intérêts de ses joueurs, pas pour ceux de l'équipe. D'où l'intérêt, je me répète, d'avoir une cellule de recrutement. Justement, quand même, là, le remplaçant de Robinson à Vancouver va avoir une belle latitude au sens où, on en parlait tout à l'heure, là, les Whitecaps sont vendus pour plus ou moins 20 millions avec les bonus et tout, Alphonso Davies au Bayern Munich, ce qui est une somme d'argent là, très très considérable, et les dirigeants des Whitecaps ont annoncé que ce montant-là serait injecté dans l'équipe. Est-ce que tout cet argent-là va être en termes de salaire ou de frais de transfert, ou est-ce qu'une partie va être utilisée pour créer justement une cellule de recrutement là, qui à temps plein pourrait tenter de trouver des nouveaux joueurs à l'équipe sans avoir à être lié à des agents, parce que bon, je vous en parlais, là, les Whitecaps ont trouvé des bons joueurs au fil des ans. On parle de Yordi Reyna ou Kendall Watson, par exemple, qui sont là depuis longtemps, mais il y a eu beaucoup là, de Efrain Juarez, Anthony Blondell ou même Breck Shea qui sont arrivés, on le pense, par le biais de deals avec des agents et qui finalement ne sont jamais vraiment imposés avec les Whitecaps ou n'ont jamais vraiment servi l'équipe. Bref, est-ce que ce 22 millions-là va pouvoir servir à créer un peu de recrutement? Ce serait un beau défi.
Pour quelqu'un comme Marc Dos Santos, c'est le nom qui revient le plus souvent actuellement dans les discussions pour remplacer Robinson. On sait que Dos Santos a déjà été entraîneur de l'Impact tout juste avant la MLS. Il avait très bien fait, il avait été bien aimé. C'est un gars qui gagne partout où il va. Cette saison, il est entraîneur adjoint avec Bob Bradley au LAFC. On sait la saison qu'ils connaissent. Là. Son nom revient, comme je disais, très, très, très souvent dans les discussions pour autant là, actuellement à Vancouver, parce que bon, Dos Santos est canadien et Vancouver est une équipe canadienne, mais on parlait de lui là, même moins pour le Galaxy, mais beaucoup, beaucoup à San Jose. Le nom de Mauro Biello est revenu un peu. On sait qu'il fait bien là, en tant qu'assistant à John Herdman, mais je pense que Biello aurait avantage à rester quelques années de plus avec Herdman, avec l'équipe nationale canadienne. Il fait bien. Il a probablement servi d'ailleurs à convaincre Balou de finalement choisir le Canada. Donc je pense que Biello aura avantage de rester là quelques années de plus, prendre la confiance, prendre de l'expérience avant de revenir en MLS. Mais bon, Marc Dos Santos, je pense que c'est le choix le plus logique qu'on peut voir. Après, il y a toujours des candidats champ gauche, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui aurait peur non plus d'être impliqué au-delà de simplement choisir qui est sur le terrain et qui ne l'est pas. Donc voilà, je pense que ça va être à suivre de près. Surtout que bon, la situation de Vancouver d'ici à la fin de la saison est intéressante, puis est intimement liée à celle de l'Impact parce que les équipes ont à peu près autant de points actuellement. Puis c'est une petite course qu'on oublie souvent, là, mais l'équipe canadienne qui termine avec le plus de points est celle qui va être le mieux classée en demi-finale pour le championnat canadien l'année suivante, c'est-à-dire c'est l'équipe qui va affronter l'équipe la moins bien classée, donc souvent le Fury d'Ottawa, mais ça aurait pu être par exemple l'AS Blainville où on ne sait pas quelle équipe de la CPL va y participer l'an prochain, mais c'est presque un billet un peu plus facile, en tout cas vers la finale déjà du championnat canadien. Donc si l'Impact réussit à finir devant les Whitecaps, pourra au moins être bien positionné en championnat canadien l'an prochain, ce qui n'est pas à négliger, et on peut pas mal prendre pour acquis, même si le gardien Alex Bono a dit que l'équipe voulait toujours se rendre en série, que le Toronto FC va finir la dernière des 3 équipes canadiennes. Ce qui, bon, fait toujours plaisir à dire. En parlant du championnat canadien, il y a la USL, la Ligue du Fury d'Ottawa, qui a fait une annonce importante cette semaine, qui profite un peu bon, de la disparition encore récente de la NASL pour regrouper toutes les divisions inférieures sous une même bannière. Bon, on sait que la MLS, l'année dernière, il y avait la USL, où joue le Fury d'Ottawa. Il y avait la USL 3 un peu plus bas et la PDL, la Player Development League, qui est essentiellement pour favoriser les jeunes joueurs nord-américains dans leur route vers les professionnels. Ces 3 ligues-là, donc, se sont regroupées sous la bannière USL. Ça va devenir la USL Championship, qui va être la première ligue, la USL League 1 et la USL League 2. Un peu comme en Angleterre, là, qui a exactement le même schéma, où la MLS serait donc la Premier League. C'est assez logique là, parce que ça permet de regrouper bon, les ligues importantes outre la MLS là, sous une même bannière. Puis c'est assez judicieux quand on voit comment la CPL arrive rapidement puis arrive avec un marketing bien ciblé et bien défini. C'était un peu le bordel là, quand on demandait, surtout quand il y avait la NSL, quand on demandait aux gens d'expliquer l'espèce de logique dans les ligues nord-américaines. C'était impossible d'y voir clair. Maintenant, la USL répond à ce problème. Ça permet aussi, là, puis la Ligue ne fait pas ça aveuglément, de penser à un système de promotion et de relégation. Surtout, par exemple, peut-être entre la Championship et la Ligue 1, vu qu'on sait que la Ligue 2, qui était la Ligue de développement, veut rester dans une logique vraiment de développement des jeunes joueurs. On parle pas de tout de suite pour la promotion, la relégation. Ça pourrait prendre quelques années encore, mais c'est quand même une belle nouvelle, puis je pense que ça donne espoir là, à des gens qui demandent cette formule-là depuis longtemps. L'idéal serait que éventuellement la MLS rejoigne ces 3 ligues-là pour devenir bon, l'espèce de Premier League, où il pourrait éventuellement y avoir une promotion-relégation. Mais je veux pas leur réouvrir ce débat-là, puis on sait qu'on en est encore assez loin. Mais bon, c'est quand même une belle nouvelle au-delà de ça de voir que les divisions inférieures à la MLS s'organisent bien. Ça peut conforter aussi pour plusieurs là, le choix du Fury d'Ottawa de rester en USL plutôt que de joindre la CPL. On sait qu'on avait parlé beaucoup là, d'un argument économique, de solidité. La USL a fait ses preuves, puis je pense qu'elle le démontre bien là, avec cette réorganisation-là qui est assez logique. Justement, la Canadian Premier League là, est à Montréal cette semaine pour les essais nationaux. On sait ils ont entamé leur tournée canadienne là, avec Halifax la semaine dernière. J'ai vraiment hâte de voir si les 7 équipes vont annoncer plusieurs signatures avec ces essais.
difficile de savoir là, à quoi exactement ressemble le calibre. Est-ce que vraiment il y a des joueurs qui étaient un peu oubliés, qui sont retrouvés grâce à ces essais-là? Il y avait quelques vidéos, là, on sait que l'équipe marketing de la CPL est très forte, qui laissait entrevoir plusieurs possibilités. Je pense que les dirigeants des équipes vont attendre bon, de comparer avec ce qui va dans les différentes ligues avant d'annoncer quoi que ce soit. Quand même, je tiens à dire, là, le, 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 le début de la ligue est prévu pour... le début de la ligue est prévu pour avril 2019, ce qui arrive rapidement. Puis bon, on commence à avoir quelques entraîneurs qui sont nommés, mais toujours pas de joueurs annoncés. Ça commence à tranquillement presser. J'imagine qu'on attend là, que certains championnats comme la MLS et la USL se terminent avant de faire des annonces. Mais bon, j'espère que les équipes n'auront pas trop de difficultés à construire des alignements qui sont logiques et qui vont être capables de rivaliser là, entre elles. Voilà, très hâte de voir ce qui va arriver avec cette fameuse CPL. Sinon, je m'en voudrais de ne pas vous parler de l'Impact de Montréal, surtout du gros match là, qui attend l'équipe samedi soir à Washington à 19h contre le DC United. On sait que le DC est sur une relativement bonne séquence, n'a pas joué la semaine dernière, mais n'a pas perdu de position là, avec le match nul de l'Impact et le match nul aussi du Revolution. L'Union de Philadelphie a repris un peu d'espace, on pourrait dire, là, devant ses plus proches poursuivants. Donc, ça ramène cette 6e place-là que DC et l'Impact, en priorité, s'arrachent. Yamil Assad va probablement être de retour, ce qui pourrait faire mal à l'Impact. Là, on sait qu'Assad est très sous-estimé, selon moi, à MLS. Il a vraiment bien fait l'an passé à Atlanta. Peut-être qu'on se disait que c'était parce qu'il évoluait avec des Almiron, des Martinez, des Villalba. Mais non, Assad est vraiment une grosse tête de foot et il va pouvoir faire très mal à la défense de l'Impact. Surtout, il y a Luciano Acosta là, qui est complètement en feu. On a beaucoup parlé du fait que la présence d'un Wayne Rooney pouvait faire un grand bien à Acosta. Oui, c'est vrai, mais si vous avez eu la chance là, de voir le match entre DC et les Red Bulls la semaine dernière, Acosta est vraiment partout sur le terrain. Il a fait un magnifique but, mais il aurait mérité d'avoir 7 ou 8 passes décisives. Il contrôle tout, il fait des feintes, il semble avoir vraiment une fraction de seconde d'avance sur les autres. Je l'ai jamais vu dans cette forme-là là, depuis qu'il évolue en MLS, donc il va être à surveiller de très près. D'ailleurs, c'est Wayne Rooney qui avait un peu de difficulté à finir les occasions là, que Acosta lui servait vraiment sur un plateau d'argent. Rooney qui a eu un bon départ, qui joue bien, mais qui pourrait en faire un peu plus. Là. Il enchaîne beaucoup de matchs. Est-ce que la cadence va être difficile à suivre? Il a été un peu aidé, je pense, par le fait que arrivé comme ça en mi-saison à MLS, pratiquement 80% des matchs des DC United sont à la maison. On sait que ce qui est parfois le plus difficile pour l'adaptation à MLS, c'est de composer avec les longs déplacements. On sait que ça a été difficile pour certains joueurs de l'Impact, là, comme Silva ou comme Taider même. Puis ça l'a été historiquement là, pour des joueurs comme Lampard ou Gerrard qui sont arrivés en milieu de saison, qui ont eu la difficulté tout de suite à être dominants. Rooney, bon, presque tous ses matchs sont au même endroit, il n'a pas à se déplacer vraiment. Je pense que ça peut expliquer pourquoi il performe aussi bien. Est-ce que le petit relâchement des derniers matchs va se poursuivre ou il va revenir en force contre l'Impact? En tout cas, c'est sûr, c'est certain qu'il va être à surveiller. Après, la défense du DC United, c'est rien d'extraordinaire. Je pense que l'Impact a tout ce qu'il faut pour la prendre par surprise, pour la prendre en contre-attaque, surtout à l'extérieur comme ça. L'Impact n'aura aucune gêne à jouer la contre-attaque qui a vraiment servi, par exemple, contre Philadelphie. Je pense aussi là, qu'on n'a pas à s'attendre à d'énormes changements. L'Impact va vivre ou va mourir avec son alignement actuel, avec son 4-3-3. Les seuls changements possibles là, seraient peut-être l'insertion de Raitala, que ce soit en def central pour Camacho ou à gauche pour Lovitz. Mais selon moi, ça demeure improbable. Je pense que le peu de changements que Rémi Garde a fait, notamment dans le dernier match, là, ça démontre que toute sa confiance est vraiment sur l'alignement qu'il y a sur le terrain. Il y a peut-être Americo, Mancuso, Jackson qui pourraient interchanger, mais même là, ça demeure improbable. Justement, je sais pas si l'Impact, je sais pas si ce serait un record ou en tout cas quelque chose de complètement différent, mais l'Impact pourrait se qualifier en série sans avoir un attaquant qui marque au moins 5 buts. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais ce serait en tout cas un record de médiocrité, mais d'un autre côté, un exploit quand même là, qui démontre que Rémi Garde a réussi à construire un schéma de jeu puis un schéma tactique qui fonctionne sans attaquant. Ça nous aide aussi à penser, à se demander en tout cas à tout ce que cette équipe-là pourrait faire avec un bon attaquant. On a vu cette semaine là, qu'il y a l'attaquant ou l'ailier gauche Novolo Harry
qui s'entraîne avec l'Impact. C'est un ancien de l'Olympique Lyonnais qui a joué pour Rémi Garde. Mais bon, on dit que des problèmes d'attitude ont plombé jusqu'à le mener jusqu'en Australie. Il a 26 ans, il est sur le chemin de la rédemption. S'il s'entraîne puis il fait bien avec l'Impact, pourquoi pas un contrat pour l'an prochain? On sait qu'il prendrait une place internationale, mais bon, s'il est vraiment capable de faire la différence, ou en tout cas plus que les joueurs qu'on fait, les joueurs qu'on a actuellement, il coûterait probablement pas très cher. Donc ça pourrait être une belle addition pour l'Impact, mais c'est pas pour tout de suite, donc ça reste à voir. Ça aurait été plaisant peut-être de l'inviter avant le 14 septembre, la date limite, là, voir s'il n'y avait pas possibilité là, de lui fournir une place quitte à tenter par une blessure fantôme de se débarrasser de Mancosu. Bref. Tout ça pour dire là, que on le dit depuis, j'ai l'impression d'en avoir parlé même avant l'été, mais c'est le plus gros match de la saison pour l'Impact, samedi prochain à 19h. Peu importe là, si le Canadien a un match pré-saison, laissez faire ça puis concentrez-vous sur l'Impact, c'est un match hyper important. Moi je demeure positif, vous le savez, j'y crois. Surtout là, que Nilton et Sofiane m'ont dit qu'ils m'inviteraient au CCPP si l'Impact se qualifiait pour les séries. Donc ça donne un petit boost supplémentaire. Non mais pas de blague, j'y crois, ce sera pas facile, c'est très très loin d'être fait. L'Union de Philadelphie a fait mal là, avec ses 2 victoires consécutives. Et s'éloigne là, avec le 5e rang. Donc c'est surtout le 6e rang qui demeure accessible. Mais bon, il y a encore 4 points d'avance avec un seul match en main du DC United sur l'Impact. Donc tout demeure possible. Je demeure positif, j'y crois. Vous? Sinon, ailleurs en MLS, quoi dire, il y a Atlanta qui est pratiquement champion du Supporters Shield de cette saison. Ça se joue un peu avec les Red Bulls, mais l'Atlanta United là, commence à prendre un peu ses distances. On sait aussi qu'ils devraient être les représentants de la MLS en CONCACAF pour 2019 à ce niveau-là, parce que, bon, avec les changements qu'il y a eu dans la Ligue des champions CONCACAF la saison dernière, ce que la MLS a fait, c'est qu'elle accumule le nombre de points en 2018 et en 2019 pour offrir ce spot-là en CONCACAF, pardon. Donc le plus de points sur les 2 saisons, et ça se joue encore une fois là, entre Atlanta et les New York Red Bulls. Il y a un gros match justement ce week-end entre les 2 équipes, mais on sait que Bradley Wright Phillips a été suspendu, donc ne participera pas au match. Ce qui enlève un peu de piquant à celui-ci. Sinon, il y a l'Union de Philadelphie, je vous en parlais, là, qui est en feu. Une victoire un peu chanceuse contre les Sounders de Seattle sur une erreur complètement stupide de Stephen Fry en fin de match, qui, bon, a vraiment donné la victoire à l'équipe, puis a semblé les relancer. Là, ils viennent de battre le Sporting Kansas City quand même de façon assez solide, surtout sans leur alignement complet, qui était en majorité reposé en prévision de l'US Open Cup, la finale qui se joue ce soir contre le Dynamo de Houston. Un autre titre qui donne accès donc à la CONCACAF pour une équipe américaine. Oui, sinon, assez curieux de voir qu'il y a plusieurs rumeurs là, pour le LAFC, comme quoi le défenseur central Walker Zimmerman serait sur le point de trouver un accord avec un club israélien, un transfert de plus ou moins $1 million. C'est quand même drôle, le LAFC qui une saison record pratiquement pour un club d'expansion qui remodèle complètement sa défense. Si Zimmerman quitte, on sait déjà que Laurent Simon est parti vers Dijon en Ligue 1. Donc une décision surprenante pour le LAFC quand même, mais je suis pas inquiet de voir probablement même un gros nom là, s'amener en défense rapidement cet hiver pour combler cette place. Je vous parlais de Laurent Simon, il a fait ses débuts en Ligue 1 récemment, c'est assez difficile par contre, là. Il a joué 3 fois 90 minutes de suite. Il joue défenseur central, évidemment, là, au milieu d'une défense à 3. C'est pas facile pour Dijon, par contre. Là, une défaite de 3-0 à son premier match, une nulle de 0-0. Et il est en train de perdre actuellement, là, au moment où j'enregistre ça, 3-0 encore une fois face à l'Olympique Lyonnais. Donc difficile là, pour le bon Laurent, mais on espère qu'il va quand même réussir à faire sa place puis à continuer à avoir des minutes. Il a parlé souvent là, de revenir à Montréal après sa carrière. On serait tous heureux de le revoir, c'est certain. Je me demande d'ailleurs s'il pourrait pas faire un peu comme son bon ami Asun Kamara puis intégrer les médias. On sait que Laurent Simon a le sang très chaud. Ça ferait assurément un bon show, mais des fois c'est pas toujours recommandé devant les caméras. Sinon, j'en profite là, pour dire, je sais pas s'il va écouter ça, mais le bon Fred Lopo qui a annoncé sa retraite des podcasts du Cannes Football Club cette semaine.
Vraiment dommage, là, c'est le Lopo Avandano est un de mes podcasts favoris au Cannes Football Club. Fred et Alec qui faisaient un superbe duo, d'après moi, là, qui se complémentaient beaucoup. Surtout que j'aimais, là, ils nous parlaient beaucoup de foot européen, ils nous parlaient de la Ligue des Champions. Je sais pas, peut-être je vais prendre le relais, là, en parler un peu au courant de la saison, surtout après la saison de la MLS, parler un peu des championnats européens et de la Ligue des Champions. Mais bref, là, Fred, si t'es à l'écoute, tu seras toujours le bienvenu si t'as envie de jaser foot un peu avec moi. C'est vraiment un plaisir de travailler un peu avec toi. Je te souhaite la meilleure des chances pour tout le reste. Voilà, je vous promets un prochain rendez-vous avant le début des séries éliminatoires où j'aimerais faire probablement un petit retour sur chaque confrontation, puis sur mes favoris pour se rendre jusqu'au bout et succéder au Toronto FC comme champion de la MLS Cup. En attendant, abonnez-vous à moi sur Twitter, abonnez-vous au Bleu, Blanc, Noir sur Facebook, abonnez-vous au Cannes Football Club et devenez supporter Patreon du Cannes Foot Club. C'est très important, c'est la meilleure façon de nous encourager et de nous permettre de continuer à offrir plus de contenu avec plus de qualité. Donc c'est ça, bon match ce week-end, manquez pas ça et je vous dis salut, à la prochaine. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? It's a game changer. The Harvey Norman flagship store in Tallaght, Dublin's #1 destination for computers, electrical, furniture and bedding. Immerse yourself in a shopping experience unlike any other. This is global standard. We've worked with the biggest brands to create this unique experience with must-have technology, Ireland's largest kitchen display showroom, and the latest looks in furniture, bedding and homewares. Harvey Norman flagship Tallaght on the corner of Ayrton and Green Hills Road. You must come and see what we've done.